C'est parti. Donc, je disais que c'était notre dernière intervention, la dernière intervention d'un cycle de 2 ans sur l'objet, de l'objet à l'objet, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, ça a été une session absolument remarquable. On a trouvé vraiment qu'il s'est passé ces 2 ans des choses remarquables à Strasbourg, qui nous fait le projet de les publier tellement les interventions ont été innovantes, je dirais. Et je suis très heureuse que ce soit Gisèle qui conclut au fond ce cycle de 2 ans. Bon, on a l'habitude de recevoir Gisèle, hein, maintenant à Strasbourg, vous la connaissez, elle est venue plusieurs fois, c'était à chaque fois des interventions qui étaient, je dirais, comment dire ça, à la fois revitalisantes, innovantes, qui nous réveillantes, voilà, c'est des interventions réveillantes, toujours dans un inédit. Alors Gisèle, je ne la présente plus, vous la connaissez. Je voulais juste signaler ces 2 derniers ouvrages, puisque c'est le travail qu'elle fait là depuis plusieurs années sur la question. Au fond, elle tire le fil de l'invention par Lacan de la logique du patou. Un fil qui a été longtemps méconnu, qui a été pas mal travaillé à Espace en particulier, mais bon, la production de ces 2 derniers livres en particulier, donc celui qui s'appelait Féminité singulière, et le tout dernier qui s'appelle, comment tu l'as appelé, Féminisme et féminité, hein, qui est sorti cette année. Tout et le patou. Et au fond, un travail qui est sur la logique du patou, et qui est un travail au fond qui à la fois aborde la question de la féminité, mais pas seulement, et aussi la question de ce qui s'est passé dans les luttes féministes et la position que peut avoir un psychanalyste averti du dernier Lacan, je dirais, sur ces questions qui aujourd'hui font tellement de bruit. Or, le travail de Gisèle n'est pas un travail bruyant, c'est au contraire un travail que je dirais silencieux, au pas à pas, quelque chose, si vous lisez la succession de ses livres, vous verrez comment elle est tenue par la question du sexuel, mais qu'elle aborde de manière à chaque fois différente, mais toujours avec l'axe d'essayer de saisir ce que le dernier Lacan apporte pour nous dans notre travail au quotidien. Voilà, ça c'est vraiment le travail que nous apporte Gisèle, en dehors de tout le travail qu'elle fait à l'intérieur d'Espace Analytique qui lui suis très reconnaissant, parce que sans elle et sans sa, comment on dirait, sa précision de tous les instants sur à peu près tous les aspects de la vie d'une institution est important. Voilà, bon, ça c'est Gisèle. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui à Strasbourg. J'aurais préféré t'accueillir en présence, mais on va faire comme ça cette fois-ci. Enfin, il y a Alors quand Marc, même... peut-être tu veux dire aussi quelque Ah chose. ben, bien entendu, merci d'être venu à Strasbourg. Mais je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin de regarder cette image pour entendre votre présence, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, d'une certaine façon. Et la deuxième chose que je trouve assez formidable dans ce que vous nous proposez, c'est que vous illustrez tout à fait bien cette idée selon laquelle, si on veut pouvoir critiquer et avancer dans une théorie, en essayer de démontrer peut-être les points de butée, parce que dans le fond, Lacan, qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique ses points de butée à lui. C'est son travail permanent. Hein, donc, le réel, c'est mon symptôme. Hein, une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas de continuer. Hein. Donc, il y a au fond de chacun d'entre nous quelque chose qui fait point de butée et quelque chose qui fait, on peut dire, paradigme, un paradigme de notre recherche et qui touche bien entendu à nos cures, à la façon dont nous avons été impliqués personnellement devant cette espèce d'inconsistance du symbolique. Et ça, vous le faites remarquablement entendre, parce qu'effectivement, pour pouvoir interroger ça, il faut avoir lu la théorie. On ne parle pas, parce que justement, il y a eu à Strasbourg, malheureusement, un grand malentendu pendant très longtemps, malentendu entretenu par un certain nombre de gens, comme quoi finalement la théorie, l'approfondissement de la théorie, se coltiner les textes les plus ardus, on pouvait s'en passer au nom de la sacro-sainte clinique, hein, comme s'il pouvait y avoir une clinique sans théorie, enfin à part dans le DSM-3, comme chacun sait, qui n'est absolument pas théorique. Nous sommes, nous, soumis à notre statut d'être humain. Et vraiment, je vous remercie de faire entendre ça à chaque fois que vous êtes venu, mais aussi dans vos livres. Voilà, donc nous sommes partis pour une nouvelle promenade dans des concepts revisités, comme on dirait aujourd'hui. Hein. En tout cas, un peu explosés parfois, silencieusement, gentiment, mais quand même. Merci d'être venu et donc on vous laisse la parole.
Merci à tous les deux. Sachez en tout cas que j'ai autant de joie à vous retrouver pour travailler que si j'étais là à bas, parce que je suis là. C'est ça la présence. Mais je ne suis pas là-bas. D'ailleurs, merci infiniment à Marie, qui sait combien j'ai plaisir à travailler avec elle, que ce soit à la revue, que ce soit dans différents cadres, pour la rigueur qu'elle observe et qui m'est nécessaire, précieuse infiniment. Merci à Marc. Vous allez voir que j'ai repris une notion que je me suis rappelée, que vous m'aviez fait une remarque sur mon précédent exposé, je crois que c'est le précédent, en intitulant précisément d'objet ce que j'étais en train de dire. Je ne m'en servais pas alors de cette notion, enfin de ce néologisme, du mot lui-même, s'entend, mais j'en étais tout à fait d'accord. Une autre chose sur ce que disait Marie pour introduire, qui est que elle a souligné combien dans ce que j'amène le dernier Lacan est important, notamment dans le débat avec les discours féministes. Et j'ai eu l'occasion de dire également par Zoom à New York et à Berlin dans les précédentes mois ou semaines, j'ai eu l'occasion de leur dire que si on se sert correctement de ce dernier Lacan, c'est-à-dire en effet, si on le déchiffre avec rigueur, pas à pas, et surtout en en tirant les conséquences et en pesant ce que ça nous amène dans l'expérience, qu'elle soit clinique ou autre, eh bien, nous sommes, je dirais, en avance. Nous sommes, à condition d'être un nous, c'est-à-dire un nous qui le lit et qui s'en sert, nous sommes en avance sur ce débat du féminisme actuel et des genders. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs aujourd'hui comment. Donc, cet objet écrit avec un S, vous êtes donc centré dessus pour votre thème annuel ou des dernières années. Et je dois dire que lorsque je me suis reportée à cet objet sur votre indication, puisqu'encore une fois, je ne m'en étais pas servi, j'ai donc dû relire le contexte évidemment dans lequel il se présente, eh bien, j'ai particulièrement apprécié ce néologisme, puisqu'évidemment, le premier sens qui vient à l'esprit lorsqu'on lit ce néologisme, qu'on peut écrire par exemple, avec un trait d'union OS et puis plus loin BJET, quoi qu'il en soit, quelle que soit la façon dont on le lit, on entend tout de suite qu'il y a là un os. C'est bien sûr en quoi il m'intéresse tout à fait et en quoi il rejoint tout à fait ce que j'ai sur la théorie sexuelle de Lacan depuis de très longues années, puisque j'ai commencé en 1995. Il rejoint tout à fait ce que j'en ai élaboré. Ce mot d'objet m'est venu, je dirais, je ne dirais pas comme une bague au doigt, ça c'est réservé à Lacan. Je dirais qu'il m'est venu comme un présent personnel. Alors, vous verrez que ce que je vais essayer, je vais en reprendre certains éléments que j'ai déjà avancés autrefois et je vais ensuite le prolonger, cette élaboration, d'une autre perspective aujourd'hui, à partir de ce que Lacan en précise. Alors là, je suis précise puisque ça se resserre sur 2 années essentiellement, de 74 à 76, qui peut se lire dans le séminaire Le Symptôme, bien sûr, où figure ce néologisme, mais aussi dans d'autres textes. Je m'y reporterai, bien sûr. Ma première remarque pour cette donc reprise aujourd'hui, que je vais essayer de présenter comme une perspective d'ensemble. Alors, quand c'est d'ensemble, c'est évidemment un tout petit peu schématique, puisque ce sont des éléments de pensée que Lacan a mis des années et des années à élaborer. Donc, ça revêt un aspect un tout petit peu schématique.
contrairement à la façon dont je l'ai repris par ailleurs, notamment évidemment dans les livres par lesquels j'ai commenté cette notion depuis longtemps. Mais en même temps, cette perspective d'ensemble sur un seul exposé, comme je vous propose aujourd'hui, a l'intérêt peut-être de donner un effet de lumière, d'éclair, d'ensemble. Presque en un instant, enfin 1 heure étant une heure et demie, puisque Marie m'a dit que je pouvais prendre mon temps, je vais donc le faire, étant un instant en quelque sorte. Ma première remarque portera sur le fait qu'une sorte de révolution très simple, et pourtant presque silencieuse, elle aussi, a été opérée lorsque Lacan a repris la série des objets pulsionnels de la psychanalyse, un à un, en soulignant combien le versant corporel de ces objets devait être considéré autrement, en plus, pas à la place, mais en plus, qu'il ne l'avait été jusque-là, Il avait été décrit par Freud, et plus encore par ses suivants, sur un versant essentiellement anatomique, et la grammaire qui en était issue se basait sur ce point de vue, ce qui la constituait d'une manière tout à fait incomplète, pour ne pas dire parfois erronée, alors qu'une autre dimension biologique intervient effectivement et massivement, voire décisivement, pour servir de support aux grammaires pulsionnelles, sans parler des logiques du fantasme, c'est la fonction physiologique, la manière dont l'organe fonctionne. Il est curieux qu'on ne se soit pas occupé jusqu'à Lacan de ce fonctionnement de l'organe pour saisir comment le langage s'en est emparé pour y fonder des logiques, alors qu'on s'est d'emblée occupé de l'anatomie pour savoir dans quel corps était tel objet et dans quel corps il n'était pas, avec les grammaires qu'on en déduisait. Je reprends brièvement les termes de Lacan. Je ne vais pas reprendre toutes les références, je ne reprendrai que les dernières, mais cette élaboration se situe dans les années 60 du siècle dernier, notamment dans les années autour de l'invention, la dite invention de l'objet A, qui date de 1963. Le sein, par exemple, en termes logiques, je l'ai déjà souligné, n'importe pas seulement. Alors là, j'ai un problème. Attendez, j'ai un écran noir devant moi et ça me gêne pour parler. Un écran noir qui s'est donc fermé quant à sa vidéo. Alors, je vais changer mon affichage parce que parler à un écran noir, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas dire son nom, bien sûr. Je reprends donc un autre affichage. Voilà, là, je vois des petites vignettes, mais au moins, je vois les personnes. Alors, le sein, par exemple, je commence par le sein, bien sûr, en termes logiques, et je l'ai déjà souligné, bien sûr, n'importe pas seulement comme appartenant au corps de la mère, anatomiquement, comme Freud le définissait, comme il en montrait la dépendance logique qu'on demandait, que cette logique-là, cette grammaire-là, demandait l'objet à l'autre, du fait, évidemment, de son anatomie. Le sein, le fonctionnement du sein dépend physiologiquement du fait qu'il se remplit quand l'enfant naît et quand il tète, comme Lacan le soulignait. Et de ce fait, le sein est aussi à lui, voire de lui. La logique orale tient compte de l'existence contradictoire de tous ces éléments. Certes, l'objet est demandé à l'autre, mais selon une demande très particulière, puisqu'au fond, le sujet considère que l'objet oral, il est de lui, il est à lui, et il s'en empare dans ce que Lacan appelle le processus de séparation, qu'il nomme aussi parfois sépartition, qui est bien sûr une condensation de partition et séparation. Voilà qui, avec Lacan, remanie la logique du rapport du sujet à son autre, avec l'objet médian entre eux, qui se détermine sur ce mode contradictoire et qui comporte donc plusieurs tours, voire des détours, qui comportent une torsion en son centre. La circulation entre le sujet et l'autre, en passant par l'objet donc, ne se place pas tout à fait où on le croit, où la pensée spontanée le place. Il y a d'emblée une complication.
un os. L'objet excrémentiel est tout autant marqué de façon contradictoire, puisque là, à l'inverse, l'objet est du sujet, il appartient à son corps. En revanche, il doit être cédé à l'autre dans le cadre de l'éducation de la propreté, donc il ne lui appartient plus et il doit le céder à la demande de l'autre, qui prend valeur d'un ordre. La coupure ici, donc, outre la coupure dans le corps de l'objet du corps, passe entre le corps du sujet et la demande de l'autre, avec un trajet de l'objet tout autre. La logique anale, donc, dépend elle aussi de cet ensemble anatomique et physiologique, avec l'implication massive de cet ordre du devoir où toute demande de l'autre vient se confondre avec un impératif. L'objet, en somme, est une merveille agalmique tant que l'autre le demande, une merveille que le sujet recèle par conséquent, voire avec laquelle il se confond par conséquent. Mais il est un déchet un peu répugnant dès qu'il est cédé. On voit évidemment là la grammaire élémentaire de la rétention obsessionnelle. Or, le sujet du langage se confond volontiers dans sa jouissance avec l'objet auquel il a affaire, de sorte qu'il se fait lui-même à l'occasion, soit objet volé, soit déchet éjecté. Le regard intervient aussi selon une coupure, puisqu'il est coupé de la vision. Dans ce qu'on voit, notre regard était l'idée comme un pôle de jouissance, et encore plus le fait d'être regardé. La voix est également coupée de la parole, ce dont on ne s'aperçoit que dans les occasions particulières, par exemple lors d'un enregistrement. Et c'est bien sûr cette coupure entre voix et parole, parfois angoissante quand elle se révèle d'ailleurs, qui se manifeste dans les voies psychotiques. La manière dont ces objets interviennent dans l'organisation logique des structures névrotiques a été donc précisée dans cette conception. Et on peut par exemple voir en quoi, selon ce que Lacan a fait remarquer, certaines structures névrotiques combinent la logique qui est issue d'un des objets avec un autre objet. Par exemple, l'hystérie se repère sur l'objet oral et vocal, l'objet oral pour ce qui en est du sujet, et avec cette demande dans l'autre ou à l'autre concernant l'objet dont il s'empare, et d'autre part, la voie du commandement de l'autre. La névrose obsessionnelle s'organise, elle, selon l'objet anal d'une part, la demande de l'autre, et aussi l'objet scopique, le regard dans l'autre, qui implique d'une part cette sorte de maîtrise imaginaire et d'autre part quelque chose qu'il emprunte au fantasme du voyeur qui ne se saisit comme regard que quand il est surpris, par exemple. Toute cette circulation des objets dans les névroses que vous avez lu certainement dans ce que Lacan articule dans ces années 60, répond à une logique toute phallique, disons-le, une logique toute phallique, c'est-à-dire selon cette castration de tous au nom d'un père, et ces objets fonctionnent là, dans le cadre de cette logique, comme des plus de jouir qui viennent compenser le rien de la castration, bien sûr, comme représentant le désir de l'autre et causant donc le désir du sujet. Je vais là très vite, vous le voyez. C'est un rappel simplement. Mais l'objet qui est bien sûr le plus déterminant dans cette série, c'est celui qui intervient au niveau sexuel, dans le rapport du sujet et de son autre. Et c'est là particulièrement qu'il y a un os. L'os-objet intervient comme tel. Là aussi, il intervient selon une coupure qui est d'abord physiologique, alors qu'on a jusqu'à Lacan pris en compte essentiellement sa circulation anatomique, ou l'imaginaire, avec l'imaginaire qui va avec. Dans le cadre sexuel, un autre saut se produit concernant l'objet de la castration, puisque son support corporel réel, là, par exception, n'a pas sa source dans l'enfance. Je parle bien de son support réel. Je ne dis évidemment en aucun cas qu'il n'y a pas de castration sexuelle dans l'enfance, ça va de soi. Donc, son objet, son support réel n'a pas sa source dans l'enfance, mais dans le rapport sexuel de l'adulte.
Certes, il y a toutes sortes de formes de castration dans l'enfance, symbolique, imaginaire, frustration, privation qui concernent l'objet, mais il n'y a pas cette castration en lien avec le réel du défaut du rapport sexuel. Et là aussi, une coupure détermine l'objet. Et là aussi, elle détermine la circulation entre le sujet et l'autre, mais ici, non pas l'autre primordial, maternel notamment, mais l'autre sexe. La forme la plus déterminante, la plus réelle de cet objet n'est pas formée selon la castration symbolique reçue à travers le DIP qui gère pour chaque sujet l'interdit de l'inceste universel. La rencontre est celle de celui qui s'avance vers le rapport sexuel selon, certes, les données symboliques qu'il a construites dans l'enfance, mais il se trouve là face à quelque chose de nouveau, quelque chose de non réalisé, quelque chose de réel, et qui est précisément l'objet causal, cet objet. Là, quelque chose d'inattendu, de non réalisé se découvre, même si tout l'appareillage phallique du langage a dès longtemps préparé cette rencontre. Là aussi, une logique fondamentale s'appuie sur une coupure avec l'angoisse de castration qui l'accompagne des deux côtés du sexe. Vers ce rapport sexuel convergent ici toutes les données et tous les registres subjectifs que le sexuel comportait jusque-là en l'évitant. Il s'y ajoute maintenant une donnée réelle inattendue, interpellant d'autant plus qu'elle ne fait partie d'aucun discours, qu'elle est exclue des discours qui la masquent, et avec eux, tout le langage la masque, comme une béance à laquelle, nous le verrons tout à l'heure à nouveau, il supplée. De sorte que des vies entières, religieuses ou non, choisissent de ne pas rencontrer le dit rapport sexuel qui n'en est pas un par conséquent, et de sorte qu'on le sait bien, des pathologies se déclenchent à son entrée. Lacan a été jusqu'à faire l'hypothèse, je l'ai commenté il y a très longtemps, que l'origine topologique du langage est en rapport avec cet objet, avec sa coupure fondatrice. C'est pourquoi il est au centre de la topologie nodale, dans le dernier Lacan, qui permet de rendre compte de la structure subjective, le nœud borroméen. Ce rapport n'est pas physiologiquement en défaut en ce qui concerne sa finalité biologique, remarquez-le bien, la procréation par conséquent. Ce rapport est en défaut en ce qui concerne ce dont elle s'accompagne, ce dont elle se motive, ce dont elle se perpétue et qui prend évidemment le pas sur la visée de procréation et qui est la jouissance, notamment pour ce qui consisterait à conjoindre organiquement celle des deux sexes. Au cœur de ce rapport sexuel, pour autant que ce rapport est à un certain égard donc en défaut quant à la jouissance, et que le dit objet participe de ce défaut et en résulte aussi, à la fois, eh bien, un appel à quelque chose qui s'appelle langage est susceptible de s'être produit, puis transmis. C'est en tout cas la thèse de Lacan que j'ai reprise, avec pour conséquence tout un appareil langagier substitutif qui à la fois masque la béance, mais à son tour la croit. Dans notre champ, ce registre de la jouissance est celui du réel, et il est constitué de ce qui noue ensemble le corps et le langage, borroméennement, justement, dans le psychisme, en participant des deux. La thèse d'une telle origine du langage, appelée pour suppléer donc à un défaut du rapport sexuel entre les sexes en termes de jouissance, en fait donc une réponse. Elle fait du langage une réponse destinée à articuler quelque chose entre les corps des deux sexes, là où ils ne s'articulent pas entre eux par la jouissance. Par la jouissance, en la prenant d'ores et déjà en son premier sens, c'est-à-dire la jouissance sexuelle physiologique d'abord. En ce sens, les corps parlants sont des corps sans rapport sexuel, contrairement à ce que dit le discours courant.
Concernant l'anatomie du rapport sexuel, il n'y a aucun problème. La métaphore de la clé rentrant dans la serrure est parfaitement satisfaite. Nul besoin là d'une suppléance de langage. L'anatomie n'est pas causale, en aucun cas dans les institutions du langage, contrairement à ce qui a toujours été pensé, et même par Freud. Sans qu'il d'ailleurs il en soit satisfait, puisque vous le savez, jusqu'à la fin, il cherchait quelque chose comme le roc biologique de la castration pour rendre compte de son omniprésence dans le psychisme. Biologie ne signifie pas anatomie, ça ne s'y résume pas. Ce roc d'ailleurs, je l'ai souligné il y a longtemps, ce roc a finalement été trouvé par Lacan en 1963 à partir de la physiologie des organes où vient s'appuyer la logique sexuelle. C'est là qu'il situe le point pivot de toute l'idéologie sexuelle, une soustraction de jouissance quelque part. Cette coupure, physiologique donc, prend statut de castration pour l'inconscient et sur cette base se construit le signifiant phallique que la psychanalyse a retrouvé dans l'inconscient en l'exhumant des mythes grecs, alors que, en ce qui concerne la procréation, et non pas la jouissance, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun défaut physiologique pour la procréation, puisque justement la jouissance rapide masculine, vécue comme précoce, voire comme castration, satisfait à son efficacité fécondante, absolument, tandis que la jouissance lente de la femelle féminine assure, donc satisfait à toute autre chose, mais qui est tout aussi repérable, qui n'a pas été décrit d'ailleurs en biologie, je ne sais pas pourquoi, en tout cas à ma connaissance, la jouissance lente de la femme assure qu'elle ne se retirera pas avant d'être fécondée. Ce sont des visées qui concernent la procréation de façon évidente et qui sont fort efficaces. Ma deuxième remarque est que cette révolution de l'objet est un renversement encore méconnu en psychanalyse. Celui de la... Elle rejoint, elle est et elle rejoint. C'est un ensemble vaste, c'est un nœud d'ensemble. Elle rejoint donc cette castration, ce concept fondamental en psychanalyse de la castration par rapport, dans sa position par rapport au phallus. Eh bien, un immense ménage, on peut le dire, dans cette pensée et dans la pensée du sexe par conséquent, est celui par lequel Lacan a renversé le propos freudien qui fondait la castration à partir du phallus. C'est-à-dire le phallus comme une donnée symbolique première, tombée du ciel en quelque sorte, même s'il venait des Grecs, à la fois inconsciente et héritée de notre civilisation. Lacan a montré qu'en réalité, le phallus, comme c'est évident une fois qu'on y pense juste un instant, fut construit pour combattre la castration, comme une défense dans le langage et par le langage, loin que la castration se déduise d'un phallus en quelque sorte inné. Il remarquait en 1980, Lacan, 1980, vous voyez que ce sont donc là les derniers mots, si on peut dire, c'est précisément ce qui, du séminaire de dissolution, avait été envoyé au Monde, au journal Le Monde. Il disait ceci, que Freud part de sa cause phallique pour en déduire la castration. Et il ajoutait que ça ne va pas sans bavure, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ajoutait encore qu'il s'emploie à éponger. On aurait pu s'en apercevoir depuis longtemps qu'il s'employait à l'éponger. On connaît cette phrase, évidemment, elle résonne, tout le monde la connaît. Enfin, nous tous qui avons suivi les derniers pas de Lacan, elle résonne cette phrase, mais a-t-elle été suffisamment pesée, répercutée dans ce qu'elle signifie et lui a-t-on donné ses conséquences? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Elle veut dire cette chose très simple, massive, qui rectifie un versant entier de la pensée, pour laquelle la psychanalyse a été, à juste titre, critiquée, voire en certains points discréditée. Ça installe les bases fondamentales. À l'inverse, me semble-t-il, et c'est ce que je soutiens lorsque j'ai l'occasion de le montrer, d'une psychanalyse, d'une pensée psychanalytique de l'avenir, à l'inverse.
C'est un des points sur lesquels je disais tout à l'heure, dans le débat avec le discours féministe et gender, sur certains points, nous sommes en avance. Je continue. Pourtant, on ne l'entend pas. Dans le brouhaha de l'incompréhension massive qu'ont laissé derrière elle la complexité de la pensée lacanienne, la difficulté de son énonciation, ainsi que les nombreuses critiques que la psychanalyse a reçues depuis et qui concernent essentiellement sur ce point l'étape freudienne et ses suivants, on ne l'entend pas. Ce dernier mot, adressé avec quelques autres par Lacan, par la voie du journal, donc l'année de sa dissolution, est en fait d'une très très vaste portée. Il renverse toute la pensée du sexe. En effet, Freud partait du phallus, celui qu'il avait repris des Grecs avec leur grammaire patriarcale, très simplement, de ce moment précis où on a fabriqué un signifiant. Alors qu'il était jusque-là, on peut le supposer d'après les éléments de mythe qu'on en a, de mythes et de rites qu'on en a, alors qu'il était jusque-là un symbole. Représenté par l'organe érigé sous forme de simulacre, il était le symbole, on le sait, d'un organe mythique dont la puissance surmonterait l'obstacle au cœur du rapport sexuel, l'obstacle de la jouissance, bien sûr, en aucun cas l'obstacle de la procréation, il n'y en a pas. C'est-à-dire cette béance, cet écart entre les jouissances des deux sexes, de par sa physiologie d'abord, qui est connue notamment depuis le milieu du siècle dernier, enfin en partie, disons, par les annonces sexologiques, mais très en partie, parce qu'elles n'ont pas donné ces annonces sexologiques et les pratiques depuis n'ont pas donné du tout les conséquences à cette découverte de l'écart des jouissances des deux sexes. Elles n'ont pas donné leurs conséquences. Il a fallu attendre Lacan, très vite d'ailleurs, très vite, puisqu'il s'y est attelé très vite après le milieu du siècle dernier, sur les conséquences de cet écart physiologique des jouissances des deux sexes. Cet écart évidemment variable de par le psychisme d'une façon extrêmement large et extrêmement susceptible à toutes sortes de symptômes, voire de performances. Cet écart donc, éminemment variable, mais constant, avec une base physiologique certaine entre les jouissances des deux sexes, eh bien, dans le cadre de l'attente, c'est l'attente qui est celle du rapport sexuel. L'attente du rapport sexuel, c'est celle d'une conjonction des jouissances, que vous le preniez au niveau organique ou psychique. Eh bien, cet écart prend valeur de castration, en effet, et à la fois à l'origine, et à la fois de toujours, et à la fois de maintenant. Cet écart prend valeur de castration, cette béance prend valeur de castration, et de par le phénomène physiologique qui l'incarne, qui le matérialise, cet écart, c'est-à-dire la détumescence, que Lacan a longuement étudié, c'est-à-dire la coupure fonctionnelle qui suit l'orgasme masculin, bien entendu, et qui acte et matérialise cette disjonction, qui acte et matérialise la limite du rapport sexuel, bien sûr, mais aussi, de ce fait, la disjonction des jouissances. Là où le symbole phallique en appelle à une puissance phallique exceptionnelle pour surmonter l'obstacle, eh bien, le signifiant, lui, que Lacan, vous le savez, a identifié, c'est-à-dire historicisé dans les mystères, à l'époque des mystères, grecs d'abord puis romains ensuite, puisque son commentaire porte sur Pompéi, eh bien, ce signifiant, lui, instaure quelque chose de tout à fait nouveau par rapport au symbole, puisqu'il n'est plus question d'une puissance phallique exceptionnelle qui, un par un, en quelque sorte, mettrait au défi chaque mâle de surmonter l'obstacle des jouissances. Il n'est plus question de ça. Le signifiant, lui, il renonce à la jouissance. Il renonce à la jouissance, il renverse la question, il sert à fabriquer un plus de jouir qui va tenir lieu de la jouissance. Oui, Freud part de sa cause phallique, que Lacan caricature un petit peu dans les termes le bonheur du phallus, ce qu'il commentait en remarquant, Lacan, qu'il n'y a bien que le phallus à être heureux et pas le porteur du dit.
Ce phallus donc signifiant qui a substitué quoi? Eh bien, une toute-puissance non négativable, celle qui va donner le nom du Père un peu plus tard, à l'endroit précisément où la puissance, prise une par une, défaille. Une fois sa représentation masquée, la représentation du symbole à partir des mystères, cela devient donc, ce symbole devient un signifiant qui, au nom du Père, pas tout de suite, mais assez vite, va garantir, très vite déjà dans la Grèce classique, le Père de l'Olympe alors, qui, au nom du Père, va garantir n'importe quelle signification phallique entre les sexes et ailleurs, selon l'avoir et selon l'être, donc toutes sortes d'objets prenant cette signification, et le Père étant désormais la seule instance, la seule exception, le seul à jouir, et donc il ne peut être atteint par la castration. Voilà tout ce renversement que je schématise ici, que l'on peut reconstruire à partir de ce que Lacan identifie dans les mystères. Et ensuite, bien sûr, c'est un processus que Lacan appelle pervers d'ailleurs. Je l'ai souligné, parce qu'il consiste à faire signe de quelque chose pour un sujet tout autant que signe du sujet lui-même. Et dès lors, il instaure cette signification phallique dans l'avoir ou dans l'être comme une perte, soit comme une perte, soit comme un manque, et ensuite comme un plus de jouir. L'être de l'autre devient donc le plus de jouir de l'un, complétant dans ce qui consiste à disposer de l'autre, notamment dans ce qui deviendra avec la loi sexuelle et notamment celle du monothéisme biblique, ce que Lacan appelle cette fiction simplette promulguée comme loi, où une logique du fantasme exemplaire devient loi entre les sexes, cette fiction que Lacan énonce, je la résume une fois encore, il énonce ceci: on est ce qu'il y a, point de vue de l'homme, on a ce qui est l'objet féminin. S'en déduit de là, par amalgame, n'importe quel pénis, s'en déduit de cette notion-là du phallus, n'importe quel pénis est garanti en quelque sorte par ce père-là, comme un phallus, garanti au nom du père, s'en déduit que les femmes sans pénis sont castrées, mais aussi les enfants, les homos, etc. C'est ce qui consiste en effet à partir du phallus, du signifiant phallique, pour en déduire la castration, par le biais de la signification phallique. Comme Lacan le souligne, lorsque la castration est déduite du phallus, ça ne va pas s'embaver, en effet, et il s'emploie, en effet, à les éponger en remettant les choses à l'endroit. C'est de la castration que se construit le phallus dans les communautés de discours. Ça n'est pas du phallus que se déduit la castration, ce qui est, vous l'avez reconnu, évidemment, le postulat des logiques patriarcales. Le corps se noue au langage dans ce sens, en effet. Le corps se noue du trot vers le langage, comme une suppléance, avec des tours, des détours, des torsions. Ça n'est pas dans l'autre sens. Ça n'est pas dans le sens d'un plus dont se déduirait un moins. Ça, c'est l'erreur identique à celle du narcissisme primaire que Freud a faite en considérant un capital de départ, un plus de départ au niveau du moi qui, tel un vase communicant, répandrait ses bienfaits sur l'objet qu'il investit et qui, lui, en manquerait. Comme le narcissisme qui va, en fait, comme Lacan l'a souligné lui aussi, là aussi, qui va en fait du morcellement, de la désorganisation corporelle vers un plus unifiant du miroir, du stade du miroir. C'est dans ce sens, d'un moins vers le plus, toujours, d'un moins qui en appelle à un plus que se constitue le phallus, bien sûr. C'est à partir d'une soustraction instaurant une béance dans le rapport sexuel, interprétée par l'inconscient comme une castration, c'est l'interprétation décisive, bien sûr, que se construit dans les communautés de discours le symbole phallique qui serait capable de la surmonter
cette soustraction quelque part, pas n'importe où, que Lacan appelait le point pivot de toute l'idéologie sexuelle. Comment se fait-il, j'en suis encore étonnée, comment se fait-il qu'elle n'ait pas été reprise et développée dans l'ensemble, cette découverte majeure? Ce plus à partir d'un moins, ce plus qui se construit à partir d'un moins, il est donc appel avec le langage. Il construit dans le langage le symbole phallique, bien sûr, puisque le langage comporte forcément le point d'évocation de là où il a été occasionné. Mais ensuite, dans le langage, et à partir de ce symbole phallique, celui qui vise à surmonter l'obstacle, eh bien le signifiant va intervenir beaucoup plus tard, à l'évidence, puisque la date des mystères est repérable. Elle est repérable, elle commence environ 1000 ans avant notre ère. Beaucoup plus tard, donc, le signifiant va renverser et masquer ce processus en devenant un plus non négativable au nom du Père. Le Père grec d'abord, et ensuite les monothéismes, bien sûr, qui vont à leur tour déterminer de là, à partir de ce plus non négativable, qui vont à leur tour déterminer alors des moins comme signification phallique en moins ou en plus de telle ou telle façon. La rectification décisive, définitive de Lacan a donc remis les choses à l'endroit, mais on ne le sait pas encore, curieusement. On ne le sait pas encore, pas tout à fait, évidemment partout, on ne le sait pas encore en psychanalyse en général, on le sait évidemment un peu mieux en psychanalyse lacanienne, mais pas tout à fait, et on ne le sait pas du tout dans les discours qui, de façon très vive, voire violente à l'heure actuelle, discréditent la psychanalyse. La rectification donc de Lacan a consisté à compter avec le point exclu, ce point exclu, pour que le discours se forme, c'est-à-dire ce roc biologique repris de Freud. Il a relevé le flambeau, le témoin en quelque sorte, que Freud avait laissé en montrant son insatisfaction de ne l'avoir pas résolu. Et donc Lacan l'a repris. C'est un défi relevé. On peut dire même que ce roc biologique, donc que Lacan a repris et interprété en le découvrant dans le rapport sexuel, on pourrait dire, il est fort clos d'une certaine façon. Et c'est pourtant ce que l'inconscient articule en défaut dans le rapport sexuel, en castration. On pouvait lire, par exemple, je vais vous lire maintenant une citation pour vous donner à nouveau, je l'ai souvent lu, pour vous donner à nouveau une idée sensible de la précision avec Lacan. Déjà à ce moment-là, 1967, 24 mai, décrivait toute cette causalité. Je cite, « Nous pouvons tout au moins retenir, recueillir cette vérité que la rencontre sexuelle des corps ne passe pas en son essence par le principe du plaisir. Néanmoins que pour s'orienter dans la jouissance qu'elle est supposée comporter, s'y orienter ne veut pas dire y entrer, pour s'y orienter donc, elle n'a d'autre repère que cette sorte de négativation portée sur la jouissance de l'organe de la copulation, en tant que c'est celui qui définit le présumé mâle, à savoir le pénis, et que c'est de là que surgit, donc de cette négativation, bien entendu, c'est-à-dire la détumescence qui est définie un peu plus loin comme ça, que c'est de là que surgit l'idée d'une jouissance de l'objet féminin. J'ai dit que surgit l'idée, et non pas la jouissance, bien entendu. C'est une idée, c'est subjectif. Et ce qui est curieux, et que la psychanalyse affirme, elle ne l'affirme pas du tout, c'est Lacan qui l'affirme. Je referme la parenthèse. Ce qui est curieux et que la psychanalyse affirme, faute de l'exprimer d'une façon logiquement correcte, eh bien personne ne s'aperçoit de ce que ça veut dire, de ce que ça comporte, qui est que la jouissance féminine elle-même ne peut passer que par le même repère. Et que c'est ce qu'on appelle chez la femme le complexe de castration. Fin de citation. Il suffit d'une phrase comme celle-là pour redéfinir
toute la pensée du sexe, vous le voyez? C'est une de celles sur lesquelles je me suis appuyée, bien sûr, dès le départ. A-t-on entendu ce qu'implique cette phrase, qui devrait rencontrer les interrogations féministes, alors que, bien entendu, elles ne la soupçonnent pas. Elles ne lisent pas Lacan, certes, mais elles ne la soupçonnent pas de toute façon. A-t-on entendu là la justesse, la force de cet ensemble conceptuel qui déduit du défaut du rapport sexuel avec cette négativation portée sur l'organe mâle, avec sa détumescence suivant son orgasme, sa jouissance? A-t-on lu que cela implique qu'il y a là l'idée d'une jouissance de l'objet féminin et donc, évidemment, le point pivot de toute l'idéologie sexuelle, de toutes les lois sexuelles? De là, une évidence apparaît, que le phallus a été construit dans l'imaginaire puis dans le symbolique pour parer à cette forme de castration réelle, puis constitué en signifiant ensuite pour les l'idée, en faisant de la castration un manque anatomique qui définit un sexe par défaut, par l'absence de pénis, et en faisant du pénis un plus garanti par la puissance du père. Vous voyez toute la construction à la fois patriarcale et monothéiste qui se déduit très simplement de là, qui a consisté à renverser le réel, bien sûr. Lacan a observé tout ça, d'abord en silence, occupé qu'il était, à l'époque, à critiquer la pensée hippéiste sur l'ego autonome, vous vous souvenez. Mais de fait, il récusait d'emblée aussi les notions sexuelles de cette psychanalyse hippéiste. Il récusait aussi les notions de pénis-neide qui en découlaient et qui découlaient de cet amalgame anatomique sur la castration et qui ont occupé ces notions de pénis-neide, qui ont occupé, vous le savez, le paysage psychanalytique international durant des décennies. Lacan renversait ainsi l'ensemble de ce propos par lequel l'étape freudienne de la psychanalyse, reprise comme telle par ses suivants, en accentuant ses erreurs plutôt qu'en les gommant, soutenait au nom de l'inconscient les logiques à l'œuvre, en effet, dans les civilisations patriarcales, en effet. Et Lacan, le constatant, a commencé à remettre les choses à l'endroit. C'est d'autant plus surprenant, je fais là une remarque parallèle, c'est d'autant plus surprenant, mais après tout, c'est l'histoire des discours dans ce qu'on appelle l'humanité, c'est d'autant plus surprenant qu'on lui ait attribué une position conservatrice de soutien du nom du père et du phallus. Troisième remarque. Ce renversement, cette rectification constitue une réponse satisfaisante, donc, aux critiques justifiées que les discours féministes et gender ont faites à la psychanalyse sur ces points-là. Sur ces points, donc, de la dite castration féminine, du pénis-neide, et plus tard de la jouissance clitoridienne, qui a été en effet élidée. Elles n'ont pas beaucoup, voire pas longtemps, distingué la pensée de Lacan au sein de leur critique. Elles n'ont pas beaucoup distingué des conceptions de la psychanalyse internationale, alors que Lacan était entré en psychanalyse au milieu du siècle dernier, en les invalidant déjà, mais qu'il était fort peu entendu. Autrement, il était essentiellement entendu, vous vous souvenez, sur son mot d'ordre du retour à Freud, certes, mais s'en tenir à ce mot d'ordre du retour à Freud à la lettre faisait oublier immédiatement ou rapidement qu'il allait effectuer une rectification majeure de la pensée freudienne. Certaines critiques féministes l'ont lu en partie, certes, comme une l'a lu bien, Françoise Collin, ou en partie, comme Judith Butler ou Gail Rubin, plus tard. Elles ont salué d'ailleurs certains remaniements qu'il apportait, et elles ont remarqué son dialogue implicite avec certains discours féministes, et elles ont remarqué son partage implicite de certaines critiques
des discours féministes, comme par exemple chez Beauvoir. C'est ce que Françoise Collin faisait remarquer chez Beauvoir, que Lacan partageait à l'évidence certaines critiques de Beauvoir, comme celle du Bénistein d'ailleurs, qu'il n'a jamais défendu, vous le savez. Au contraire, il s'en est moqué de toutes les façons possibles. Il y avait de quoi. La radicalisation récente de nombre de discours féministes qui ont laissé ensuite, il faut bien dire, l'enjeu que la pensée de Lacan portait et leur apportait comme possibilité de soutien conceptuel à ce qu'elle défendait sur un nombre de points, eh bien, cette radicalisation a laissé là tout cet apport lacanien dont les féminismes se sont servis à une époque et qu'ils ont laissé ensuite un à un. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'on confond dans cette critique, en tout cas de la part des féminismes et des genders, toute la psychanalyse, qu'elle soit freudienne, lacanienne ou autre, dans un rejet global, sans distinction. Et le discours courant, puisque les affirmations en logique, toutes sont très bien entendues en général, le discours courant lui a emboîté le pas. Ces discours préfèrent sensiblement garder leur force d'objection intacte en l'appliquant à toute une psychanalyse qui serait révolue au lieu de faire le tri entre les concepts psychanalytiques du passé et ceux de l'avenir. Ça peut se comprendre d'un point de vue militant, d'un point de vue aussi de la paresse, mais ça ne peut pas se comprendre du point de vue de la pensée. Ça nous met en tout cas, nous lacaniens, dans une position qui peut nous rendre perplexes puisque nous avons rejoint la psychanalyse pour une grande part de notre génération du fait de la vaste rectification qu'on avait déjà soupçonnée de la part de Lacan, notamment sur le sexuel. Nous sommes les héritiers de cette critique historique de la psychanalyse de l'IPA, celle de l'ego autonome, mais pas seulement, aussi celle du pénis-nate, de la castration anatomique, alors que nous sommes maintenant confondus dans la critique qui est faite globalement de toute la psychanalyse. C'est une position étonnante pour nous. C'est donc une position où nous avons à nous repérer avec précision et avec efficacité, du moins on peut le souhaiter. Ça plonge la plupart des psychanalystes, et les jeunes psychanalystes en particulier, à l'heure actuelle, j'en ai l'expérience, dans une sorte de confusion globale, comme s'ils ne comprenaient plus ce qui se passe, puisqu'ils sont entrés en psychanalyse auprès de Lacan ou ensuite auprès de ses textes, en ayant le sentiment d'une pensée révolutionnaire, d'une pensée de l'avenir. Et ils se trouvent maintenant confondus dans le rejet d'ensemble d'une pensée psychanalytique qui serait ringarde. Si sa pratique, elle, n'est pas abandonnée, loin de là, encore que, elle n'est pas abandonnée, on le sait, mais après tout, elle est aisément et facilement confondue avec l'essor de toutes les psychothérapies actuelles. Coupé d'une pensée qui, au-delà de sa pratique, est nécessaire au monde, je l'affirme, je le pense, je pense que tous les lacaniens le ressentent. Je dis bien tous les lacaniens parce que là, une ligne de frontière se place. Notamment outre-Atlantique, Lacan est étudié, vous le savez, en littérature, pas en psychanalyse. Là, donc, on considère qu'on peut se passer de la pensée de Lacan, qu'elle n'est pas nécessaire. Pour la pratique, s'entend. En somme, la psychanalyse, dans ce cadre, lorsque sa pensée est coupée de sa pratique, ou que sa pensée, dès lors, n'est pas étudiée comme telle dans son réel, eh bien, alors la psychanalyse ne serait plus qu'une psychothérapie parmi d'autres, de celles qui fleurissent à l'heure actuelle, après tout, et qui ne sont pas négligeables et qui font du bien, pourquoi pas, depuis les méditations jusqu'au coaching. Nombre de psychanalystes méconnaissent une large part des remaniements lacaniens qui ont donné à cette pensée psychanalytique une potentialité d'avenir et ne le prennent donc pas en compte. Alors qu'il devient assez aisé, si on en prend la mesure, si on la lit avec exigence, avec rigueur, il devient aisé de nous situer pour répondre aux critiques justifiées
de la psychanalyse d'une manière valable et de poursuivre notre élaboration en pesant et en prolongeant les découvertes de Lacan. Ce serait un problème d'oublier d'où nous venons, sous prétexte que nous sommes discrédités d'une façon générale dans le même lot que la psychanalyse globale et internationale. Ce serait un problème d'oublier d'où nous venons, en oubliant cette séparation fondatrice radicale que Lacan a creusée au milieu du siècle dernier, à cette étape de l'histoire de la psychanalyse, et qui n'est pas encore pesée dans son enjeu. Il est d'autant plus nécessaire et urgent que nous saisissions l'inventaire, le tri à faire, que nous étudions les objections faites à la psychanalyse, souvent intéressantes d'ailleurs, parfois justifiées absolument, en nous apercevant que nombre d'entre elles ont déjà été traitées par Lacan, qui les partageait en silence. On peut s'apercevoir alors qu'à la condition de les déchiffrer en leur ensemble, les apports de Lacan, et notamment les derniers, les apports rectificatifs de Lacan à la pensée psychanalytique, et sont ceux dont notre siècle a besoin. Quant aux critiques injustifiées qui sont faites à la psychanalyse, puisqu'il y en a aussi un certain nombre, réclamant parfois des premières, se réclamant parfois des premières pour tenter d'asseoir les secondes, eh bien nous pouvons, à la condition à nouveau de tirer les conséquences des apports encore indéchiffrés de Lacan, et à condition de les prolonger, nous pouvons nous apercevoir que nous sommes, je le disais tout à l'heure, au contraire, en avance quant à la pensée du sexuel et ses vastes conséquences politiques. Vous savez que nous avons dernièrement eu des journées à espace analytique sur l'inconscient comme politique. L'inconscient, c'est la politique, c'est plus précis encore. Hein, et vous savez sûrement que c'est à l'occasion justement de son premier commentaire comme tel de la loi sexuelle issue de la Genèse, la scène de la Genèse, que Lacan concluait que l'inconscient, c'est la politique, étant donné que toutes deux, et cette loi sexuelle et toutes deux, relèvent d'une logique du fantasme, ce qu'il était en train d'élaborer là, puisque c'était en 1967, la logique du fantasme, le 10 mai 1967. Donc, nous avons à nous servir de la part encore inconnue de cette pensée dans le siècle, en dépassant la difficulté du déchiffrage de ces concepts, en dépassant notre difficulté à les déchiffrer pour nous en servir dans l'expérience. Quatrième remarque. Il est 11 heures. Ça fait 1 heure. Est-ce que vous voulez, évidemment, je suis loin d'avoir fini, mais est-ce que vous voulez qu'on discute déjà sur certains points avant que je poursuive ? Ça serait peut-être plus agréable et plus léger. Parce que j'ai bien conscience que ce que je vous amène est très dense. Peut-être voir si des personnes veulent justement des précisions par rapport à tout le parcours que tu as fait, comme ça, des successions d'inventions de Lacan, parce qu'au fond, c'est ce que tu as là repris, c'est une succession de moments chez Lacan, de dépassement justement de ce qui faisait buter chez Freud. Hein. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas, du coup, avec mon écran, là, je ne vois pas tout le monde. Si quelqu'un veut intervenir, lève la main. Marc, tu veux intervenir? Tu veux dire quelque chose? Ouvre ton micro. C'est une bonne idée, merci Marie. Il y aurait beaucoup à dire, hein, parce que c'est un vaste problème, un vaste chantier qui s'ouvre là. Hein. Pour ma part, j'aurais peut-être une première remarque à faire, qui n'est pas une vraie question, mais quand vous dites le signifiant devient un plus non négativable, il me semble que ça recouvre une des phrases, une des boutades presque. Une phrase boutade provoque de Lacan le symboliquement. Oui, bien sûr. Hein? Elle est bonne, celle-là, quand même. Elle est très bonne. Il le dit, hein, il le dit, le symbolique, vous en avez plein les dents, hein, vous faites tout ça, et ben le symbolique ment. Hein. Et nous avions appelé avec mon ami Pierre Kiffer, à un moment donné, on était excédé par le tout symbolique des années 66, comme si, mais
repris dans une forme de psychisme. Il faut appeler les Tout à choses fait. par leur nom Tout dans à les fait. années 72-74. C'est d'ailleurs Tout à fait. on était à l'orée du Saint-Homme que les gens répétaient le canon du symbolique. Avec Pierre River, on avait appelé ça le primate du symbolique. Bon. Voilà. C'est pour ça que C'est excellent. voilà. Oui, mais ça visait des gens, ça nous a causé d'ailleurs beaucoup de désagréments. Je ne vous le cache pas. Voilà. C'est très, très Donc, bon. J'ignorais ces boutades, elles sont excellentes. Ah, mais ça, c'est formidable. Mais ça, c'était de nous, c'est pas de Lacan. Par Oui, contre, oui, j'ai bien compris. Celles de Lacan, je les connais. Ouais, je me doute, mais je le dis parce que beaucoup de gens ont lu cette phrase et n'en ont pas entendu la construction mathématique C'est tout à fait bien. qui la précède. Hein, c'est quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc, ça, c'était vraiment juste une petite remarque comme ça en passant, mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses dans ce que vous dites. Celle-là est sérieuse. Oui, elle est très sérieuse. Elle est sérieuse parce que d'un seul coup, elle rit de la compréhension, bien sûr. pour bien dire un peu lamentable, de la majorité comme ça, des effets qu'a eu le discours de Lacan. Alors, une deuxième remarque qui peut être aussi très drôle dans le fond, hein, lorsque vous parlez de la coupure chez l'homme, hein, qui serait la détumescence. Et Lacan, très tôt dans son enseignement, comme vous le savez, s'intéresse beaucoup aux animaux. Hein, et à donc toute cette pensée qui nous vient de Lorenz. Entre autres, oui. Et il fait remarquer quand même que la pigeonne ovule rien qu'à la vue du mâle. C'est-à-dire, et oui, et il en fait un des modèles de la relation imaginaire, ce qu'on pourrait dire, ce qu'il a appelé plus tard de façon extrêmement plus précise, le réel de l'effet de sens. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, le sens est faux, mais ça produit quand même un effet réel, au sens de l'indétermination entre le réel, qui est un effet on pourrait dire de l'incomplétude du symbolique, et quelque chose qui serait une autre forme de réel, qu'on pourrait par exemple appeler le réel de cette coupure physiologique dont vous parlez. J'ai beaucoup apprécié ça parce que on se fait traiter parfois de débile profond lorsqu'on dit qu'on ne peut pas s'affranchir de cette articulation entre deux champs hétérogènes. Or, le nouage borroméen, c'est à ça qu'il sert. Mais tout à fait d'accord. À confronter effectivement des champs. Alors, ça, c'était les points d'accord. Mais par contre, j'ai une question donc à vous poser. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas chez l'enfant cette coupure qui existe chez l'adulte du fait même de la question du sexuel. Il n'y a pas le rapport sexuel, je voulais dire. Voilà, il n'y a pas. Eh bien, moi, je pense que sur ce point-là, je mettrai un petit bémol. Alors, je vous le soumets. C'est justement ce qui s'entend, même dans la langue, à entendre un seul mot. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ça existe pour la mère. Ça existe pour la mère, ça existe pour le père, ça existe pour tous les gens qui parlent. Sitôt qu'on parle, ça n'existe pas dans le langage forcément, mais ça existe dans la voix. Et cette coupure-là, c'est ce qui se transmet dans l'intonation. Alors, je vous donnerai ma citation, elle n'est pas de Lacan, mais j'aime beaucoup cette citation-là. C'était mon ami Philippe Lacoue-Labarthe qui l'a fait remarquer dans la traduction qu'il avait repris de la traduction d'Oederlin d'Oedipe. Vous voyez, c'est le traducteur du traducteur qui souligne ce que Oederlin avait souligné dans les lectures d'Oedipe, dans le fameux dialogue entre Oedipe et l'interprète des songes. Parce que ce qui est très marrant, on oublie que dans Oedipe, il y a un psychanalyste. Dans le mythe d'Oedipe, il y a l'interprète des songes. Et l'interprète lui fait une remarque qui va un petit peu, qui déborde un petit peu dans ce que vous dites. Il lui dit, tu cherches la souillure de la peste. Tu cherches à savoir ce que c'est que la peste et le désordre qu'elle introduit. Mais cette souillure, c'est le ton que tu utilises en parlant. C'est bien. Oui. Juste pour répondre un tout petit mot à la question que ça comporte, à l'objection que ça comporte. Oui, c'est une petite objection. Oui, mais
il est tout à fait certain que l'objet, quel qu'il soit, comporte dès l'entrée dans le langage, donc dès la naissance de l'enfant, des coupures, ça va de soi, et notamment dans la voix. Il est tout à fait certain, de la voix de la mère, et tout à fait certain que la mère, en tant que, de par son expérience du rapport sexuel, implique ce rapport en elle-même. Et ben voilà. Non, mais attendez. Qu'elle implique ce rapport en elle-même, évidemment, qui concerne précisément ce que Lacan appelle, dans la citation que je vous ai montrée, le complexe de castration pour une femme, et qui donc indique tout son rapport au phallus, c'est-à-dire ce qu'elle fait de cette castration du rapport sexuel, qui la concerne tout autant que l'homme. Sauf que les autres objets, comme la voix, le sein, l'excrément, n'ont pas été à l'origine de symboles et de signifiants et de langage. Ils ont les mêmes coupures, je suis absolument d'accord, et donc ces coupures leur est transmise avec le langage, je suis absolument d'accord. Mais il n'y a que l'objet sexuel, c'est-à-dire du rapport sexuel, c'est-à-dire l'objet de la castration, parce que Lacan l'appelle comme ça, en fait, cette castration. Je suis d'accord avec vous. Oui. Il n'y a que celui-là qui est source de langage et donc source de signifiant. Et donc, ce n'est pas pareil. Et donc, cette source-là du signifiant ne se rencontre que dans le rapport sexuel effectif, c'est-à-dire à l'âge adulte, à n'importe quel âge, mais à l'entrée dans le rapport sexuel, même si la castration symbolique, imaginaire, et un aspect de la castration réelle lui a évidemment été transmis par l'autre, par l'autre primordial. Oui, votre objection est parfaitement juste, et donc, mais je la comprends dans ma remarque. C'est comme si c'est exactement la même chose qui se passe dans l'hystérie, entre le moment où quelque chose s'inscrit et au moment où il rejoint effectivement cette impasse dans le sens. Hein, c'est la différence entre le moment du traumatisme et le moment où ce traumatisme est ressenti comme tel. C'est cette différence. Quelque chose s'inscrit, mais il n'a pas encore ses effets. Voilà, mais je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Voilà. Mais je voulais juste dire, à cet endroit-là, il faut quand même ajouter que quelque chose s'inscrit, même si ce n'est pas lisible. Oh, évidemment. Voilà, même si ce n'est pas lisible. Et une dernière remarque, si vous permettez. Je pense qu'en situant la chose du côté du monothéisme, Lacan, alors je pèse tous mes mots, fait une grave confusion puisqu'il supposerait que tous les monothéismes sont équivalents. Or, justement, et c'est vraiment quelque chose qui me semble très important, les différentes évolutions du monothéisme construisent des mécanismes de défense, justement, contre ce réel, hein, contre ce qu'on pourrait appeler le réel de la castration. Ce ne sont pas les mêmes. Je suis Pardon, ce ne sont pas du tout les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes, je suis tout à fait d'accord. Il est tout à fait repérable, par exemple, mais on ne va pas trop s'arrêter là-dessus, que le judaïsme n'a pas une telle exclusion de la jouissance que ce qu'a le christianisme, voilà. Et pas non plus l'idéologie, la religion musulmane. Et ce ne sont pas du tout, en effet, voilà. Les mêmes conséquences, mais à partir d'une même base, qui est le Absolument. Monothéisme biblique, et donc, sans étendre forcément la discussion au monothéisme qui en suivit, Lacan s'attelle à traiter cette scène de la Genèse avec ses conséquences. Je vais d'ailleurs la reprendre. Si vous voulez, je continue ? Je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose. Je ne voudrais pas... Personne ne lève la main. Je ne vois pas de... Je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main. Bon, on continue et puis on reprendra la discussion après. Oui. Merci Gisèle. Pour avancer dans cette direction, ce que je vais poursuivre aujourd'hui, ce sont donc quelques points clés de l'élaboration de Lacan dans les années 74-76, c'est-à-dire pratiquement, presque, pas tout à fait, mais presque les dernières. Son élaboration alors se ramasse, se resserre à partir de concepts déjà mis au monde, mais qui ont été très peu rappelés ensuite, de sorte que seuls les lecteurs qui les ont en tête, et il y en a fort peu, savent véritablement de quoi il est question.
Et c'est là que surgit donc ce néologisme de l'objet, que l'on peut écrire par conséquent avec un trait d'union. Cet objet central donc du fonctionnement des corps parlants, que nous connaissions bien sous le terme d'objet A, mais qui effectue là un tour supplémentaire. C'est une surprise qu'il vienne sous cette forme de néologisme dans le cadre de l'étude de Joyce, parce que l'étude de Joyce retient en général, ou ce qui en est retenu en général, est plutôt l'usage chez Joyce de l'écriture comme essentiel à son ego particulier, dont l'imaginaire a foutu le camp, je résume brièvement la thèse de Lacan, et dont l'inconscient rejoint directement le réel. Donc l'écriture comme symptôme, voilà, comme symptôme, fait ce lien, restaure ce nœud borroméen, ce mont Neubaud, d'où pour Joyce la loi peut à nouveau être distribuée. Je résume donc ceci que vous connaissez. Mais Joyce intervient là par cette voie inattendue, donc de l'objet, parce que Lacan considère qu'il ravive, il ranime un certain discours religieux, Joyce, et notamment dans son rapport à la figure de Marie, un discours, je cite un petit extrait, je la reprendrai tout à l'heure, un discours imaginé d'une façon essoufflée, sans le moindre sérieux, puisqu'il faut quelqu'un d'aussi dingue que Joyce pour remettre ça. Fin de citation. On peut lire ceci dans la conférence de Genève en octobre 1975. Alors, cela évoque, dans cette même conférence, un discours phallocentrique, un discours dans lequel il est en train de le préciser, auquel il est en train de le préciser, la femme refuse de se prêter à la généralisation. D'où se constitue alors sa position de pas toute définie dans la fonction phallique et par la fonction phallique. Je cite ce moment important de cette conceptualisation décisive pour notre pensée du féminin, que sont les conséquences donc de la logique pas toute. Elle me semble rendre compte de ce que l'on peut saisir comme réel au regard du discours et fonder en termes de logique ce qu'aucune logique existante n'avait pu saisir jusque-là. Et à partir de là donc, de certaines zones de l'expérience humaine, comme celle des féminités. En tant que logique construite, définie, agit bel et bien, cette logique pourtant ne s'entend pas parce qu'elle se fonde et se soutient d'une part une et non dans l'universel, et d'autre part qu'elle s'exerce hors du discours. Ça fait deux éléments qui concourent à ce que j'ai appelé l'année dernière à l'école l'école des chants lacaniens, les forums des chants lacaniens, pardon, de silence du patou. Ce sont deux éléments qui concourent à cela. Le silence du patou, ça n'est pas le silence des agneaux, puisque évidemment j'avais un tout petit peu en tête, en riant, ce film-là qui concernait les agneaux qu'on abat. Le silence du patou, il est tout autre, c'est celui des dires, c'est-à-dire les dires qui interviennent et qui nouent quelque chose en objectant aux dits du discours, qui sont contradictoires dans leur acte et non dans leur dit avec les dits du discours. Je cite cette précision de Lacan, de la conférence de Genève également. Il dit ceci: ça n'est pas seulement qu'il n'y a pas la femme se définit d'être ce que j'ai épinglé déjà bien avant et que je répète pour vous du pas toute. Cela va plus loin, ça n'est pas de l'homme que ça vient, contrairement à ce que croient les membres du MLF. C'est d'elle-même. C'est en elles-mêmes qu'elles ne sont pas toutes, à savoir qu'elles ne se prêtent pas à la généralisation et même, je le dis là, entre parenthèses, à la généralisation phallocentrique. Fin de citation. Cette prise de position est absolument essentielle. Vous sentez bien la portée politique de cette prise de décision, évidemment, qui pourrait être l'occasion d'un très grand débat fort intéressant avec les discours féministes et qui ne l'a pas été et qui ne l'est toujours pas. La participation des femmes, pas toutes, à la fonction phallique du discours comporte donc ceci d'essentiel, qu'elles ne s'y prêtent qu'en partie.
Elle se refuse au tout de la fonction, cette fonction où elle constitue l'objet phallique du désir, du discours. Elle ne s'y prête qu'en partie à être cet objet de la fonction, puisque par ailleurs, elles actent quelque chose qui y objecte, où elles sont actives, où elles sont évidemment désirantes et jouissantes sur un mode que le discours n'indique pas, ne conçoit pas, qu'il élide. Certains ont dit qu'il forclôt, en tout cas, qu'il laisse de côté hors du discours. Elles exercent ainsi une contradiction en acte. Une part est dans le discours, une part est hors de lui, sans que cette contradiction annule les termes en exercice, c'est-à-dire sans que ça soit une opposition au discours et à la loi sexuelle du discours. Il s'agit donc pour Lacan d'un dire, d'un acte de leur part, et non pas principalement d'une imposition par l'homme, en effet, comme le conçoivent en effet les discours féministes qui n'ont pas varié sur ce point. On saisit l'importance ici d'un débat, non plus avec le MLF qui n'existe plus, mais plus largement avec les discours féministes, un débat dont l'enjeu est passionnant après tout. Il n'a d'ailleurs pas eu lieu, je le disais, ou seulement tronqué et acté, plutôt qu'étudié et argumenté, et il est à l'heure actuelle oublié. Comment d'ailleurs on peut le comprendre? Comment un discours politique, puisque les féminismes sont évidemment un discours politique, même s'ils ne sont pas qu'un discours politique, ils sont aussi, voire d'abord un discours politique, comment un discours politique pourrait-il accepter de considérer que ceux qui se plaignent et manifestent participent à la situation qui leur est faite? C'est quelque chose que le politique, par définition, dans son discours, ne peut inscrire. Que les femmes, en l'occasion, participent d'une certaine façon à la position qui est la leur dans les discours, comment le principe même d'un discours politique pourrait-il admettre qu'un certain désir inconscient est partie prenante d'une aliénation sociale? Alors, évidemment, il n'y a pas lieu de simplifier, comme ça a pu être fait à cet endroit, de brandir là, par exemple, un quelconque masochisme féminin dont l'IPA s'est régalé, voire goinfré, autant que du pénis net durant des décennies, et auquel Lacan a également, vous le savez, fait un sort. Des conceptions qui d'ailleurs manifestent une indigence théorique qui peut nous paraître aujourd'hui saisissante. Il n'y a pas lieu non plus de considérer que le pas tout n'est rien, que celles qui ne veulent pas tout du phallus n'en veulent rien, ou celles qui ne veulent pas toutes du phallus n'en veulent rien. Il n'y a pas non plus, et là évidemment je parle au nom du politique, il n'y a pas lieu non plus, et aussi de la pensée psychanalytique, il n'y a pas lieu non plus de penser que si elles ne veulent pas rien, elles veulent tout. Je parle là des radicalités actuelles. Lacan va bien au-delà, encore, dans une audace théorique qui est tout à fait saisissante et que j'ai découvert pour ma part il y a assez peu de temps et dont je suis encore abasourdi. Il s'agit maintenant d'aborder pour lui une réflexion sur une sorte de spécificité de chaque sexe dans sa participation au langage. Il ne s'agit pas de faire entrer par la fenêtre un essentialisme des sexes qui l'aurait fait sortir par la porte, que nous aurions fait sortir par la porte, mais de tirer quelques conséquences du rapport respectif des sexes à la physiologie du défaut du rapport sexuel dans la jouissance et du rapport au langage que cela peut impliquer respectivement. Dans ce cadre de la conférence de Genève, Lacan reprend encore une fois de la Genèse, je cite, « Il est manifeste que dans le texte, le texte biblique bien sûr, tout implique que l'homme est mis dans une position grotesque. Moi, je serais assez porté à croire, dit-il, que contrairement à ce qui choque beaucoup de monde, c'est plutôt les femmes qui ont inventé le langage. D'ailleurs, la Genèse le laisse entendre. Avec le serpent, elle parle, c'est-à-dire avec le phallus. Elle parle avec le phallus, d'autant plus qu'alors, pour elle, c'est hétéro. » Fin de citation. Il introduit donc, vous le voyez, une interprétation nouvelle sur cette configuration essoufflée, je cite bien sûr l'expression, qui complète sa construction précédente, que j'ai longuement commentée, où la scène de la côte soustraite d'Adam par Dieu métaphorisait, je l'ai longuement
souligné, la coupure phallique, donc, du rapport sexuel, faisant, c'est-à-dire le retrait de son os, c'est le cas de le dire, faisant de Dieu son agent, par conséquent, et il dira, si on en doutait un peu plus tard, que l'os, c'est par pudeur, c'est l'os qui manque à l'organe. Voilà l'objet par excellence. C'est l'objet qui se forme dans le langage comme appel au langage de ce que l'os, en quelque sorte, comme dit Lacan, manque à l'organe. Dans ce cadre sexuel, et donc il mérite là particulièrement ce nom d'objet qui, vous l'aurez remarqué, est rabelaisien, mais qui évoque aussi l'os pénien. L'os pénien de l'évolution, c'est-à-dire celui que l'Homo sapiens a perdu, contrairement au primate du phallus, si vous voulez. Lacan n'a pas connu, puisque ça date de 2001, le propos d'un chercheur de Pennsylvanie, nommé Scott Gilbert, qui interprète, je l'ai mentionné plusieurs fois, cette scène biblique comme l'explication mythique de la perte de l'os pénien par l'homme, os pénien appelé baculum, dans l'évolution. Je suis sûre que ça l'aurait beaucoup intéressé. L'os pénien, en effet, change la donne en ce qui concerne cette jouissance que Lacan appelle insensée des êtres humains, c'est-à-dire celle qui prononce, si l'on peut dire, son propre arrêt dans le moment même où elle se produit. C'est ce qu'il appelle une jouissance insensée. Et dont vous savez qu'il a souligné longuement, je n'y reviens pas, je l'ai mentionné, que ça n'est pas une obligation physiologique et que ça n'est pas répandu dans les espèces, que la détumescence accompagne l'orgasme. Je rappelle l'exclamation de Lacan sur les conséquences de cette coupure. En 1972, cette fois, dans Ou pire, le 19 janvier. Il dit: élaborer précisément ce qu'il en est de la fiction par quoi quelque chose nous paraît soudain se répercuter du fond même de ce qui fait un jour l'être vivant capable de parler, il y en a un, en effet, un entre tous qui n'échappe pas à une jouissance particulièrement insensée et que je dirais locale au sens d'accidentel et qui est la forme organique qu'a pris pour lui la jouissance sexuelle. Fin de citation. La jouissance insensée, donc, qui dans le rapport sexuel soustrait l'instrument de la copulation dans le moment même où elle se produit pour l'homme. Voilà ce dont il est question. Et c'est donc dans ce cadre que la Genèse est reprise comme scène de l'origine du langage, comme scène de cette fiction que Lacan appelait fiction de l'origine du langage ou encore origine topologique du langage. Certes, dans le texte biblique, le langage vient de Dieu, il ne vient pas du rapport sexuel. Et Ève est la créature formée par la coupure que Dieu exerce et dont il a fait la compagne. Eh bien, dans le rêve de Lacan, donc, le langage viendrait plutôt de la femme, mais en rapport là aussi avec ce que cette coupure du rapport sexuel implique en tendant à laisser sa jouissance à elle, à la dérive. J'ai commencé à le commenter, à le développer dans Féminisme et Féminité notamment. On peut le poursuivre en reprenant cette mention du phallus avec lequel Ève parle, d'autant plus, je reprends le fragment de citation, d'autant plus que pour elle, c'est hétéro, le phallus. Alors, ça c'est une remarque extraordinaire. Parce que hétéro, vous le savez, chez Lacan, ça veut dire qui aime les femmes. Je le reprends donc en ce sens-là, bien entendu. Alors voici par conséquent une scène très condensée que l'on peut déchiffrer, celle de la Genèse, que l'on peut déchiffrer comme celle d'un rapport sexuel suspendu avec l'extraction par Dieu de la côte, c'est-à-dire de l'organe de la copulation, et voilà que l'objet phallique qui en résulte, phallique puisqu'il est évidemment formé à partir de la soustraction pénienne, voilà, que l'objet phallique qui en résulte, nommé Ève, parle maintenant avec ce phallus en tant que lui, si l'on peut dire, il aime les femmes. C'est extraordinaire. Vous voyez qu'on n'a besoin là que d'une légère inflexion
pour obtenir le sens tel qu'en tant que l'effet de sens en tant que réel que vous évoquiez tout à l'heure, pour suivre le sens de cette interprétation lacanienne ici, qui donc se forme quelques années plus tard, en 1976. On commence donc à saisir en quel sens il peut dire qu'il suppose que les femmes ont inventé le langage, la langue en tant qu'équivoque, je vais y revenir, et que Ève s'adresse au symbole du phallus dans le langage, puisque ce serait un appel au symbole d'une jouissance qui ne la laisserait pas, elle, sa jouissance à elle, à la dérive, évidemment. Vous voyez là une traduction comme effet de sens réel, en effet, de l'encore féminin, qui était en quelque sorte là à son point de départ, celui dont Lacan s'est amusé une fois ou deux et dont il a nommé son séminaire de 72-73. Encore. C'est pourquoi le phallus symbolique, là, le symbole du phallus, aime les femmes. C'est parce qu'il répondrait à cet encore. La progression derrière cette pensée lacanienne du sexuel comporte donc cette grande surprise de supposer la langue engendrée par les femmes, tandis que, j'ajoute, je vais y revenir, l'idée de signifiant, supportée par la syntaxe, est le fait de l'homme. Jusque-là, ayant en tête que Lacan postulait que la soustraction de jouissance du rapport sexuel prélevé sur l'homme, donc prélèvement sur l'homme, qui s'impose aux deux partenaires, aux deux sexes, cette soustraction donc est l'objet pivot de toute l'idéologie sexuelle et la possible source originelle du langage, eh bien on pouvait penser, c'est ce que j'ai pensé, qu'un tel appel articulé pouvait avoir été émis par l'homme, c'est-à-dire par celui sur lequel cette jouissance est prélevée. En réalité, c'est là que j'ai découvert que ma supposition était erronée. En réalité, Lacan n'a en rien été dans ce sens, et au contraire, des années plus tard, c'est aux femmes qu'il attribue cet appel de l'origine au langage. Ce sont elles qui déploient la langue, et ce n'est pas un simple lapsus, puisque cette idée sera reprise dans le symptôme comme langue particulière, c'est-à-dire la langue, je cite, « Si quelque chose dans l'histoire peut être supposé, c'est bien que c'est l'ensemble des femmes qui a engendré ce que j'ai appelé la langue en un seul mot. » On peut s'interroger, poursuit-il, sur ce qui a pu guider un sexe sur les deux vers ce que j'appellerais la prothèse de l'équivoque. Vous trouvez ça dans le symptôme, page 117, le 16 mars 1976. Tout cela prend dès lors un tout autre sens, si l'on peut dire. Si l'on peut dire que ça ait un sens, puisque ce réel comme tel n'a pas de sens, loin que ce soit... loin que soit supposée cette soustraction de son instrument au sein de la copulation, que cette soustraction arrache un cri à l'homme qui l'a subi, cette supposition arrache plutôt un appel au langage chez la femme, qui l'a subi aussi, bien entendu, quoique différemment, mais qui constitue aussi chez elle ce complexe de castration. Le langage peut donc être considéré comme appelé pour parer comme suppléance à un défaut, là où le sexe ne forme pas rapport entre les sexes, la langue particulière d'un ensemble de femmes d'abord vient en construire un, et notamment, évidemment, à l'aide ou comportant ce symbole phallique d'une jouissance féminine qui serait accomplie. Mais dès lors, ce rapport n'est pas sexuel, bien sûr, il est tout autre, et il comporte logiquement en son centre le symbole d'un organe qui ne serait pas soustrait, le phallus. Et plus tard, il se passera ce que j'évoquais tout à l'heure, que le signifiant va se substituer à ce symbole, du moins partout où il le peut, il ne le peut pas partout, bien entendu, selon ce symboliquement que Marc évoquait tout à l'heure. Plus tard, le signifiant, donc, va être produit, fabriqué. Ce signifiant qui, disait Lacan, peut servir à tout sauf ce à quoi il a été occasionné. Ce par quoi il a été occasionné, c'est-à-dire, bien sûr, la béance du rapport sexuel.
Chaque fois qu'on touche à l'origine, fût-ce en forme, comme ici, de fiction logique et topologique, enfin dite ainsi topologique parce qu'elle permet de rendre compte, bien sûr, des positions respectives topologiques entre corps, langage et jouissance. Eh bien, on se dit en somme, alors, est-ce que ça veut dire que partout dans le monde, dans des temps immémoriaux, là où il y avait deux corps, en somme, accouplés, dont le mode de jouissance respective assurait certes la procréation, mais non la conjonction, il y aurait eu cette langue inventée par les ensembles de femmes pour construire un rapport de suppléance, puis transmise à tous? Nous touchons là, évidemment, à ce qui ne peut pas s'atteindre comme tel, mais dont Lacan a pris la responsabilité exceptionnelle, mais d'une manière elliptique, en laissant à tous le soin d'en faire quelque chose ou pas, plutôt pas jusqu'ici d'ailleurs, sauf exception. Une telle origine implique, en tout cas, cet objet, donc, dans la mesure où, dans sa valence sexuelle, avec sa coupure et la béance qu'elle engendre, peut avoir été cause et source de langage. Et donc, non pas tant de la part de celui où s'incarne l'os qu'il y a, ou plutôt qu'il n'y a pas, dans le rapport sexuel, dans le pas de sa jouissance, mais plutôt de celle qui en supporte l'effet, comme suspens de la sienne, comme castration dans les deux cas, bien entendu. Que la langue soit équivoque est une conséquence de cette origine supposée de l'appel du langage par les femmes, puisque cette fiction d'origine prend sa source dans le rapport sexuel, dans son défaut, l'équivoque la concerne aussi, le concerne aussi, par conséquent, le rapport sexuel. Si un appel articulé de suppléance est supposé chez la femme, et si la langue qui s'en forme est équivoque, eh bien cet équivoque porte forcément sur le fonctionnement pénien lui-même, par conséquent, puisque, en effet, d'une part, elle en révèle le défaut quant à la jouissance, et le non-défaut, je le souligne une fois encore, quant à la procréation, puisque c'est là-dessus qu'a misé le monothéisme chrétien, bien sûr. Donc, d'une part, la langue révèle le défaut quant à la jouissance du phallus, et d'autre part, enfin du fonctionnement pénien, et d'autre part, elle appelle en son sein un phallus symbole qui ne serait pas en défaut, lui. Le défaut phallique dans la jouissance sexuelle, la jouissance qui fait défaut au sens où elle impliquerait une conjonction, celle qui est attendue impliquerait une conjonction, est donc à la fois révélée et masquée par cet appel au langage. Lacan donne comme exemple d'équivoque en français le 2 et le 2, avec apostrophe dans un des cas, n'est-ce pas? Ça n'est pas n'importe lequel, il résonne justement comme si le 2 apostrophe venait à la place du 2 qu'il n'y a pas. Il résonne justement comme si l'équivoque fondamental de la langue était celle par quoi le défaut du rapport sexuel à la fois se révèle et se masque. Les femmes sont porteuses de cet équivoque fondamental, y compris d'abord dans leur rapport au phallus, puisque dans ce phallus que Lacan appelle hétéro, ce qui est formidable, puisque celui-là, il les aime. Il est donc convoqué, évidemment. Il est convoqué comme le symbole de cette exception qui surmonterait l'obstacle. Les femmes engendrent donc la langue comme équivoque. Je fais une toute petite parenthèse ici. Si on avait un débat avec les études de genre, ce qui, comme vous le savez, n'a pas lieu, eh bien, on pourrait dire ici que le genre trouve sa limite, parce que le genre, évidemment, ne prend pas en compte. Ne prend pas en compte, c'est même d'ailleurs là la limite des transgenres, ne prend pas en compte la jouissance, la question de la jouissance sexuelle, et encore moins la question de sa béance. Bien sûr. Je poursuis. Une toute autre étape, donc, pour Lacan, a lieu avec le signifiant, contrairement au symbole qui, lui, est hétéro, parce que ce signifiant dont, cette fois, l'homme est porteur, et non la femme, a priori, eh bien, lui se supporte de la syntaxe dans la langue. Je cite, enfin, ce que je mentionne là est quasiment une citation, de nouveau page 117 du séminaire Le Symptôme. Ce signifiant donc qu'il renverse la donne, je le disais, il ne concourt plus à quelque puissance exceptionnelle, je le disais, il ne concourt plus du tout. D'ailleurs, parce que la puissance a été remise à la toute-puissance du Père.
Lacan disait ceci de façon très juste, que la toute-puissance intervient là où la puissance défaille, c'est-à-dire là où la notion de puissance ne suffit plus, et où il est donc dès lors non négativable. Ce phallus-là n'est plus totalement hétéro, il s'en fout, le phallus qui tient au nom du Père. Il est plutôt celui qui est au mot jusqu'à la garde, pour citer Lacan à nouveau, et notamment en tant que quoi? En tant que les femmes représentent pour lui, c'est-à-dire pour ce phallus non négativable du nom du Père, représentent pour lui l'heure de vérité. Vous connaissez cette expression. À moins de le refouler, comme l'hystérie par exemple, mais bien d'autres que l'hystérie le refoulent, à moins d'être donc dans la logique de la norme mâle, eh bien, une femme sait que le phallus est en défaut, de même que l'organe dans la jouissance, que la détumescence n'est pas globalement cette satisfaction subjective que le principe du plaisir établit dans les discours, celle dont Lacan disait de façon équivoque « l'orgasme emporte la satisfaction ». Le signifiant du phallus, donc, c'est cela qui renonce en somme à la jouissance, donc à celle de l'autre, qui ne la vise plus, mais la refoule, l'élide, l'exclut, pour instaurer à la place ce plus de jouir qui consiste à disposer du corps de l'autre, de la femme, comme objet A. C'est un plus de jouir efficace. Il est 47, je vais peut-être m'arrêter là. À quelle heure vous voulez arrêter ? On n'a pas d'heure d'arrêt, mais on peut peut-être arrêter là, effectivement. Oui, pour qu'on ait au moins 10 minutes de discussion. Voilà. Ouais. Allez-y. Alors, moi, je dois dire que j'ai une difficulté avec la fiction de l'origine. C'est-à-dire que autant je te suis sur toutes les considérations que tu as pu apporter sur les conséquences de cette logique du patou, telles qu'elles font ouverture pour nous dans la lecture clinique qu'on peut faire aujourd'hui, la manière de manier les cures aussi bien. Devoir recourir à cette question de l'origine alors même qu'il me semble que ce qui fonde, on pourrait dire, notre conception du réel, c'est que justement, il y a quelque chose qui élide la question de l'origine, du fait même du trou inhérent. Et alors, voilà, c'est pour moi, c'est quelque chose qui me dérange dans ta conceptualisation, tu vois. Il y a quelque chose que j'arrive pas à intégrer, parce qu'il me semble que la logique du patou, elle nous amène justement à penser les choses du côté de la langue, et non plus du signifiant comme Marc le rappelait avec ce symbolique qui ment tout le temps. Elle nous oblige à penser les choses dans leur trouage. Elle nous oblige à penser les choses dans quelque chose qui justement fait, on pourrait dire, objection à tout universalisme. Bon, et c'est comme si la question de l'origine, telle que tu l'as ramenée, remettait en cause, enfin remettait en place quelque chose d'une autre manière de voir ce qui est trouvé chez en théorie. D'accord, je suis contente que tu me poses cette question. Ouais. Et parce que ça, évidemment, ça va me donner l'occasion d'y répondre. Et parce que pour y répondre, il faut avoir en tête ce que j'ai amené dès le départ, je dirais, dès le concept du phallus. C'est-à-dire une topologie tordue. Tout ce petit opuscule du concept du phallus en 1995 part d'une topologie tordue. C'est-à-dire que dans cette topologie lacanienne, il y a en quelque sorte deux origines. Il y en a deux, ce qui veut dire pas d'origine du tout. Mais le terme d'origine pour Lacan a fait fondement à un moment donné, il en avait besoin pour montrer que les deux origines ne sont pas équivalentes. Alors, je reprends les deux origines que j'avais développées dès 1995 et que j'ai sans cesse développées depuis, mais évidemment, selon que j'accentue
l'une ou l'autre origine, entre guillemets, il est évident qu'on peut me dire, ah oui, mais alors l'autre, où est-ce qu'elle est, c'est ce que tu m'as dit en quelque sorte. Alors, les deux origines, pour les simplifier, les schématiser, c'est la raison pour laquelle, dans l'étourdi, Lacan prononce cette phrase extraordinaire qui serait incompréhensible sans cette topologie tordue où l'endroit vient se confondre avec l'envers à un endroit donné, qui est valable pour la bande de Mébius comme pour le plan projectif, toutes les topologies. Le cross-cap. Le cross-cap, toutes les topologies tordues. Alors, oui. Alors, il prononce cette phrase extraordinaire qui dit ceci, que, après tout, est-ce du fait du rapport sexuel que l'homme habite le langage, ou est-ce du défaut du rapport sexuel que l'homme habite le langage, ou est-ce du langage que l'homme est en défaut dans le rapport sexuel? Vous voyez, il faut tenir compte de ces deux origines. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a un raisonnement donné, évidemment, on ne peut pas prendre l'ensemble chaque fois parce que c'est un ensemble tellement immense et tellement vaste. C'est toute la théorie psychanalytique, toute la pensée de Lacan qui est convoquée par cette topologie-là, depuis le début jusqu'à la fin. Il a commencé évidemment par l'origine symbolique, Lacan, par ce symboliquement dont on parlait, en montrant comment on pouvait, à partir de là, moi j'ai appelé ça déconstruire, on peut dire déchiffrer, j'utilise l'un ou l'autre terme presque équivalemment en quelque sorte, bien que l'un n'appartienne pas à notre tradition. Au moins il s'entend. Bon, en déconstruisant tout ce symbolique pas à pas, il arrive évidemment à un point de réel. Évidemment un point de réel qu'il a situé assez tôt, à partir de 63, dans le défaut du rapport sexuel, dans le non-rapport sexuel. Dans le non-rapport sexuel, tel que, encore une fois, il s'incarne et s'inscrit symboliquement comme castration par la coupure phallique du rapport sexuel, qui non pas n'est responsable de la disjonction, mais qui sanctionne la disjonction. Mais à partir de ce moment-là où il est arrivé jusqu'à ce réel-là, il lui a fallu alors réorganiser toute sa conception du symbolique telle qu'il l'avait depuis le début, où en somme cette conception du symbolique, c'est le langage est premier. Dans cette conception-là, tout part du symbolique, le langage est premier. C'est une conception, s'il s'en était tenu à cette conception, ça serait proche d'une conception religieuse. Le langage est premier, on ne sait pas d'où il vient, donc il vient de Dieu. Bon, en faisant toute cette déconstruction à partir du symbolique comme premier, du sujet dans le langage, du sujet comme signifiant, mais ensuite en arrivant à l'objet réel auquel ce sujet se conjoint ou est conjoint en quelque sorte, eh bien, il s'est aperçu qu'il fallait renverser aussi. C'est pas à la place. Il n'a pas à la place renversé tout le processus pour dire non, maintenant il y a une origine, la voilà, c'est la détumescence. Non. Il a dit, il faut prendre, enfin il n'a pas dit comme ça, mais je le résume comme ça, il faut prendre les choses des deux côtés. Et on ne peut pas trancher, vous vous souvenez dans l'étourdi, la phrase qui dit « est-ce de par le langage que l'homme est en défaut dans le rapport sexuel, ou bien est-ce que parce qu'il est en défaut dans le rapport sexuel qu'il habite le langage ?» Il ne faut pas trancher entre les deux. Ça n'est pas une alternative exclusive, c'est une alternative inclusive. Voilà. Donc, je réponds ceci à ta question, Marie. Je ne réintroduis aucune question d'origine ni d'universel en aucun cas. Oui, mais si je puis me permettre de me mêler à cette affaire, c'est peut-être ça que Lacan appelle à un moment donné la pensée du manche. Il y a une phrase complètement inaperçue chez Lacan, je crois que c'est dans des séminaires qui précèdent encore, qui sont bien avant d'ailleurs. Il dit que l'inconscient est structuré comme le langage, c'est-à-dire comme le langage avec lequel on l'attrape. Alors, est-ce que l'inconscient est structuré comme le langage ou est-ce qu'il est structuré par le langage avec lequel on peut l'attraper? Et à la fin de son séminaire, il revient sur quelque chose comme ça et il appelle ça la pensée du manche, c'est-à-dire la confusion entre le manche et l'outil.
Oui, enfin, il faudrait la citation exacte pour peser ce qu'il veut dire. Mais je peux l'avoir assez Non, mais non, mais Mais pas maintenant, pas maintenant. oui, voilà, Mais voilà. je signale ça quand même. C'est ça la question que vous posez. Hein. Est-ce qu'on a besoin, il y a toujours besoin entre qu'est-ce qui vient le premier dans la poule ou l'œuf, quoi. Hein, est-ce que c'est Mais c'est pas la poule ou l'œuf, c'est une topologie. c'est une topologie qui est effectivement pas sphérique. Elle est C'est comme une topologie asphérique asphérique, voilà. qui implique et qui nécessite les deux points de vue. C'est-à-dire la sphère en bas dans laquelle il y a du dedans et du dehors, Mais bien et sûr, le cross-cap dans lequel il y a mais une bien sûr, pénétration. mais bien Dans entendu. laquelle qui perturbe complètement la Mais question tout du à dedans et fait. du dehors. Mais Voilà. tout à fait. Voilà. Sauf que le cross-cap est une seule surface topologique. Et voilà. Et qu'on doit tenir compte des deux. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais il a quand même parlé à moi à ce moment-là contre Aristote. Hein, justement, je crois que c'est dans le texte où il parle d'Aristote. Il parle de la pensée du manche. Et ça, ça me plaît beaucoup. Ah, mais bien sûr, puisque c'est contre Aristote qu'il a construit la logique du patou. Voilà, voilà. C'est ça qui me semble très intéressant. Mais je voudrais faire une deuxième remarque. Quand vous avez amené la question du politique à propos justement des conséquences de la Genèse, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de reprendre cette question. Et je pense que j'aimerais bien la reprendre avec vous, mais peut-être ailleurs, on n'a pas forcément. Volontiers, volontiers, avec plaisir. Vraiment, hein, ça m'intéresse beaucoup. On dit, on bute sur cette phrase. Hein, l'inconscience, c'est la politique, c'est le politique. On comprend bien ce que ça veut dire. C'est en même temps hérité. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est hérité de Freud dans son texte magnifique et qui est le commentaire de Lebon. Hein, c'est dans le Psychologie collective, analyse du moi. Mais alors, j'y glisserai malicieusement, en tout cas, j'espère que vous entendrez la dimension malicieuse. L'inconscience, c'est le politique, c'est déjà ça. C'est assez croquignonneste. Mais est-ce qu'on peut dire l'une bévue, c'est le politique? Parce qu'il ne faut pas oublier que la suite de la suite, c'est que ça ne marche plus avec l'inconscient freudien. Il faut changer la dimension de l'inconscient pour l'appeler l'une bévue. Même si c'est une translittération, elle introduit le regard, elle introduit la bévue, bon, etc. Est-ce qu'on peut dire la bévue, c'est le politique? Alors ça devient encore plus compliqué. Parce que l'une bévue, c'est le politique, ça veut dire que nous sommes condamnés à ne jamais faire autre chose que bévoir cette dimension que nous appelons le politique. Oh, bon, ça c'est pas un scoop. Non, ce n'est pas un scoop, mais n'empêche que ça nuance. Mais bien sûr, ça nuance quand même de façon très, très, très importante l'inconscience et le politique. Mais non, mais non. Ah si. Attends. Il faut replacer. On ne peut pas se servir d'une phrase en la coupant de son contexte complètement. Je suis d'accord. Un petit peu, mais pas complètement. Et le contexte de cette phrase, elle est très précisément qu'il est en train d'expliquer que la politique, c'est-à-dire ce qui lie et organise les hommes entre eux, le rapport des hommes entre eux. Et ce qui les oppose. Et ce qui les oppose, absolument, voilà, vous avez la citation en tête, procède, donc, je ne l'ai pas mot à mot, procède en tout cas, ça dit ceci, d'une logique correspondant à celle qu'il est en train alors d'élaborer. Or, celle qui est en train d'élaborer, évidemment, c'est dans le séminaire le fantasme, la logique du fantasme, donc c'est celle du fantasme. Donc c'est déjà une première interprétation qui est majeure au sens où elle veut dire l'inconscient et la politique, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est même plus que de dire ça, c'est plus que de dire ce que disait Freud avec la massenpsychologie. Oui, c'est un pas en avant, bien sûr. Ah ben bien sûr, parce que Freud, il expliquait des termes politiques selon l'inconscience. C'était évidemment parfaitement juste, mais ce que Lacan fait en outre, c'est d'expliquer la politique comme telle, c'est-à-dire les lois, comme une logique du fantasme. C'est une interprétation absolument, qui bien entendu est passée inaperçue, qui est absolument étonnante et qui est très très lourde de conséquences. C'est-à-dire qu'en effet, on a de politique, voire de loi, que du fantasme. Voilà ce que ça veut dire. Et sauf que ce qu'il ajoute pratiquement dans la même séance ou une séance plus tard, c'est qu'il ne s'occupe plus à ce moment-là pour dénoncer la politique comme fantasme en quelque sorte, puisque c'est une dénonciation.
pour dénoncer la politique comme fantasme, il ne s'occupe plus de ce qui lie et oppose les hommes entre eux, mais juste après, de la loi sexuelle issue de la Genèse, de la fiction simplette, on est ce qu'il y a, on a ce qui est, c'est-à-dire, il passe, si on veut, à ce qui lie et oppose les hommes, je ne dirais pas aux femmes, je dirais à l'objet féminin, selon cette loi. À l'hétéros. Non, justement, là-dedans, ce n'est pas tellement hétéros, justement. Justement, dans cette loi, c'est homo jusqu'à la garde. Parce que ça fait partie du signifiant. Ah oui. Dans l'autre sens, c'est ça. Oui, d'accord. Ça fait partie du signifiant. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse l'interpréter. Alors, je ne sais pas si on peut la translater telle qu'elle, la transférer telle qu'elle à l'inconscient comme bévue. Ça pourrait être l'objet d'une étude. Pourquoi pas? Oui, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Oui. Ah ben, ça veut dire alors que tout le reste ne vous intéresse pas? Que je me suis… Ça veut dire que c'est ce qui m'intéresse dans la perspective, mais le chemin pour y arriver est long. Je plaisante. Et on peut rappeler, parce qu'on faisait de l'histoire tout à l'heure, c'est qu'on a quitté les associations locales sur la question de l'une des vues. C'était à la lecture de ce séminaire qui avait été jugé inintéressant parce qu'un peu compliqué, je ne sais quoi, qu'un arrêt sur séminaire a été fait et qu'on a commencé à travailler autrement. Donc la question de l'une des vues est pour nous… Voilà, et pour nous, absolument il faut le importante. reprendre et voilà, je le referai volontiers et je le ferai volontiers, éventuellement. Il va falloir que je m'arrête. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là. On continue, donc dire qu'on… Ah, tu veux… Oui, vas-y, Philippe. Parmi toutes les choses intéressantes que Gisèle Chaboudès vous a amenées, il me semble, mais là on n'aura pas le temps d'en discuter, c'est la façon de parler du plus de jouir et non pas du plus de jouir. Si, les deux. Oui, mais il m'a semblé plutôt entendre. Si, les deux. C'est ma prononciation. Ouais. Mais vous avez tout à fait raison de rappeler que le plus de jouir ne se conçoit que sur la base d'un plus du tout de jouir. Voilà, et je trouve que ce n'est pas souvent entendu dans nos milieux lacaniens. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Merci. Parce que je parlais d'une renonciation, d'un renoncement à la jouissance. Donc, évidemment, ça importe, voilà. le plus. Merci. Encore une question ou… Oui. Il y a quelqu'un qui veut parler là-haut. Oui, je voulais poser une question. Excusez-moi, oui, je voulais poser une question à propos du nom du père. Qu'est-ce que devient le nom du père dans cette conception de l'équivalence de la castration entre l'homme et la femme? Et il reste quand même quelque chose de dominant dans la conception lacanienne, il me semble. Alors, je l'ai évoqué un petit peu, mais ça ne s'entendait pas assez, c'est possible. Je l'ai évoqué un petit peu en disant que dans le passage du symbole au signifiant, on a affaire dès lors à une garantie par le nom du père, donc le signifiant du nom du père, de la signification phallique en général et d'un phallus non négativable. Ça fait partie de la déconstruction lacanienne du nom du père. C'est même sa première étape majeure de montrer que le nom du père a été inventé, convoqué, inventé pour garantir une non-négativation possible du phallus, de la jouissance phallique, et donc pour masquer, pour nier la castration, c'est la fonction telle que Lacan l'explique, pour nier cette castration du rapport sexuel, mais au nom de ceci, qui en logique évidemment est très importante, au nom de ceci, qu'il fonde dès lors tous les sujets, qu'ils soient féminins ou masculins, comme castrés. Et que la fonction phallique est donc évidemment applicable à tous dès lors que, c'est sa logique toute, dès lors qu'il y en a un qui s'en excepte. Alors donc, il en maintient la fonction à ceci près, et l'importance logique pour montrer justement cette partie, disons, de l'expérience humaine qui se conçoit en logique toute,
en logique toute phallique, bien entendu, puisque le phallus est la seule signification comme telle, en logique toute, ça concerne quand même beaucoup de choses encore, comme vous savez, c'est-à-dire tout le discours, par exemple, totalitaire actuel qui ressurgissent au fur et à mesure, je dirais que la logique, pas toute quand même, gagne du terrain et que donc ils sont en quelque sorte acculés à ressurgir de façon totalitaire. Ça, c'est un des effets de la rencontre permanente aujourd'hui et visible des logiques, pas toutes, partout où elles se présentent, c'est-à-dire justement qui n'appliquent, qui ne mettent en œuvre aucune alternative exclusive, comme le fait la logique du tout, mais toujours des alternatives inclusives, c'est-à-dire tantôt ceci, tantôt cela, qui ne s'exclut pas, qui est contradictoire sans s'exclure. Donc, on a maintenant une relativisation, évidemment, des fonctions du nom du Père comme exception pour fonder les logiques du tout. C'est d'ailleurs pourquoi Lacan avait, à l'époque, il y a longtemps déjà, en 63, pluraliser la notion de nom du Père en disant que ce qu'il y avait à en retenir essentiellement, c'était une fonction logique qui permettait d'instaurer un tout de l'universel et un tout phallique. Merci bien. Je vous en prie. Voilà. Alors, avant de remercier Gisèle, je voudrais donc préciser ce qui va se passer l'année prochaine. On aurait souhaité que lors de notre première séance qui aura lieu en octobre, on puisse avoir une réunion un peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est demander aux personnes qui travaillent dans les groupes de travail autour de tout ce qui s'est produit ces dernières années, puissent au fond nous amener leurs questions, leurs avancées, et on ferait une séance d'introduction autour un peu d'un échange de ce que les uns et les autres ont pu travailler. Donc, je vous demanderai avant le mois d'octobre de nous dire un peu quelle forme ça pourrait prendre pour que ce travail qu'on fait soit aussi l'occasion pour les personnes qui travaillent à côté, qui n'interviennent pas, au fond, puissent nous transmettre quelque chose de leur interrogation. Et avec Marc et moi, ben, on fera un peu l'annonce de ce qui se passera l'année prochaine sur un autre thème qui est, alors j'ai regardé un peu la série de questions qu'on s'est posées là depuis 10 ans. Il y a une logique aussi, donc comment on passe d'un sujet à l'autre. Et c'est peut-être ça qu'on pourra un peu évoquer l'année prochaine. L'année prochaine, on va le faire donc pendant 2 ans sur la question de l'acte analytique aujourd'hui. Vous verrez dans l'argument qu'on a donné, où on évoque justement cette question de l'une des vues et à quel point il y a quelque chose qui nous oblige à nous réinterroger sur ce que c'est que l'acte analytique. Voilà, c'est comme ça qu'on va poursuivre l'année prochaine, vraiment dans la suite logique de ce qui s'est passé ces 2 années sur la question de ce qui fait os, on pourrait dire, chez le sujet, chez le par-l'être. Et donc, avec les conséquences que ça a pour nous dans la direction des cures. Voilà. En attendant, il nous reste à vous remercier, en tout cas, pour votre travail formidable. Et pour ma part, je souhaiterais que ça ne s'arrête pas comme ça. Non, il y a un vrai prolongement. En tout cas, j'entends dans votre travail quelque chose, je pense, qui rejoint vraiment la démarche que nous avons rencontrée tout au long de cette question des objets. On a quand même reçu plus d'une dizaine de personnes. Il n'y a pas un seul exposé qui a dit la même chose. Et pourtant, on entend… On en a 18, en fait, des exposés. 18. On entend un mouvement que vous avez d'ailleurs remarquablement, finalement, conclu, enfin, conclusion provisoire de cette séance, par justement ce qui vous amène à interroger ces textes aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire, c'est un peu comme les 10 petits nègres. La fin, c'est vachement intéressant, mais si on n'a pas le début, ça ne veut rien dire. Voilà. En tout cas, merci vraiment de ce travail assez important que vous faites et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'en reparler de façon plus précise, si vous voulez bien. Voilà. En tout cas, je peux te signaler que Gisèle avec Alain ont fait cette année un séminaire sur justement inconscient et politique qui aura lieu, je crois, la semaine prochaine. Vendredi prochain. Le 9 juin. Et voilà. je mettrai à la fois sur les réseaux, mais je peux aussi envoyer par mail le lien Zoom. Ah ben, j'y assisterai bien volontiers. Voilà. Ça sera aussi par Zoom. Pour ma part, voilà. Ben, je vais vous l'envoyer. Vous allez me voir, très bien.
Donc, merci. Merci infiniment, Gisèle, Voilà. pour tout ce travail, comme d'habitude, là, qui nous a mis. Bon été à tous. Alors, je peux quand Bon même été. faire une remarque, Ouais. c'est fantastique. Il y a plein de gens aujourd'hui par Zoom et il manque pratiquement l'essentiel des gens qui viennent en présentiel. Absolument. On n'y arrivera jamais à voir tout le monde à la fois. C'est un Voilà. vrai problème. Bel été à vous tous. Et Il y puis aura l'enregistrement. voilà. Voilà. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.